reprend avec la deuxième vidéo. Hop, coupe le son. Euh, Deuxième vidéo sur deuxième approche de la monnaie, la nature de la monnaie. Première chose qu'on a vue, c'était que c'était une relation sociale hiérarchique. Ensuite, on va voir que la monnaie est également ce que l'on pourrait appeler une institution sociale. Donc ça, c'est l'objet du petit 2, une institution sociale. Alors, donc là, j'ai été assez précis, donc soyez pas étonnés. Donc là, c'est très, voilà, c'est très sociaux, hein, cette partie-là, parce qu'effectivement, c'est pas, voilà, on essaie de voir un peu plus loin que l'aspect proprement économique. On reviendra sur des choses beaucoup plus économiques après, hein, très rapidement. Mais là, vu qu'on essaie de parler de la nature de la monnaie, on passe par un truc un peu sociologique. Donc pour comprendre en quoi la monnaie est une institution sociale, il faut d'abord expliquer ce qu'est une institution sociale. Et ce que c'est qu'une institution, en fait, en général, c'est un terme qu'on entend très souvent. Et en fait, ça renvoie à plusieurs réalités. Donc il faut essayer de voir à la base ce que c'est, quoi. Donc une institution, en fait, pour le dire le plus largement et simplement possible, c'est un ensemble de règles. Un ensemble de règles, un ensemble de contraintes, on pourrait dire, qui préexistent aux individus qui composent la société. Donc, préexistent, ça veut dire que les règles, elles étaient là avant les individus. D'accord? Les individus, ou alors si vous voulez, bon, c'est un peu la poule et l'œuf, mais un individu qui naît dans une société, il y a un certain nombre de règles qui lui préexistent. Elles sont déjà là quand il arrive. D'accord? Donc ces règles préexistent aux individus qui composent une société. Ces règles s'imposent à eux. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à ces contraintes. On peut pas, voilà, on peut pas passer à travers, on est obligé de faire avec. Et ces règles leur survivent. Ça veut dire que l'individu qui naît dans une société, eh bien, les règles institutionnelles, elles existaient avant lui, et quand il mourra, ces règles, elles existeront toujours. D'accord? Donc elles lui survivent. Elles vont pouvoir continuer d'exister après leur mort. Ces règles ne sont pas forcément respectées par tous, d'accord? Quand je dis qu'elles s'imposent aux individus, ça veut dire que globalement, les gens sont un peu obligés de les respecter, mais tout le monde ne les respecte pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est impuni, d'accord? En cas de non-respect, les contrevenants vont, enfin, s'exposent à des sanctions, d'accord? Les contrevenants, c'est ceux qui, par hasard, ne respecteraient pas les règles parce qu'ils n'ont pas envie, ok? Donc, ils sont un peu obligés quand même de les respecter, dans le sens où s'ils ne les respectent pas, alors ils vont être passibles de sanctions plus ou moins lourdes. D'accord? On va avoir des exemples après, hein. Donc des sanctions, on dira que ce sont des sanctions négatives, c'est-à-dire des punitions. En fait, il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions négatives, qui sont des punitions, et là, juste après, on va voir les sanctions positives. A l'inverse, les individus qui respectent ces règles peuvent en tirer certaines gratifications. Ce sont des sanctions positives, c'est-à-dire des récompenses. Ok? Donc ces sanctions, c'est pas forcément vu que négativement. Ça peut être une sanction positive, à savoir des récompenses. Ces règles qui constituent ces institutions peuvent être de deux ordres. On distingue d'une part, on va dire, les règles formelles. Elles sont écrites avec précision dans des textes qui sont organisés de manière logique, et c'est des textes qui sont de différentes natures. Ces règles qui constituent les institutions, ça peut aussi être des règles dites informelles. Ça veut dire qu'elles ne sont écrites nulle part, vraiment, mais elles sont connues par la population, hein, par l'ensemble de la société, car relevant de l'évidence. D'accord? C'est des choses que tout le monde sait, mais c'est écrit nulle part. Ok? Enfin, les institutions peuvent parfois s'incarner dans des lieux concrets, voilà, dans des lieux physiquement balisés, comme des bâtiments, des établissements, et ces endroits sont alors des symboles de ces règles. Ces bâtiments peuvent parfois avoir pour fonction de faire respecter justement ces fameuses règles institutionnelles. Alors des exemples, tout ça c'était de la définition abstraite, hein, donc forcément c'est un peu aride au début. Quelques exemples d'institutions formelles et informelles. On va voir par exemple des institutions informelles, il y a la politesse par exemple. Les règles de politesse, c'est écrit nulle part. Alors on comptabilise pas les manuels de savoir-vivre ou des choses comme ça quand même que plus personne n'utilise, hein. Donc elles sont écrites nulle part, mais les individus les connaissent quand même plus ou moins parce qu'ils ont eu une éducation, hein. Et en cas de non-respect, eh bien, ils peuvent en subir les conséquences, hein. Si vous êtes impoli, vous allez subir des remarques, éventuellement des disputes. Alors là, je prends un exemple, je vais loin, mais
Si vous êtes vraiment pas doué en matière de politesse, lors d'un entretien d'embauche, vous dites pas bonjour, merci, ni au revoir ou quoi, euh, vous pouvez tout simplement ne pas vous faire embaucher. Donc il y a des sanctions hein, liées au fait de ne pas connaître les règles minimales de politesse. Au contraire, ceux qui les respectent vont être vus positivement. Voilà, quelqu'un de bien élevé, eh bien, peut-être que lui sera embauché par exemple. D'accord? Encore faut-il avoir connaissance ou bien respecter ces règles de politesse. Ok? Donc ça, c'est des règles institutionnelles informelles comme les règles de politesse. Et d'une manière générale, toutes les traditions, sous leurs diverses formes, n'importe quelle tradition, hein, je vous laisse choisir celle que vous préférez, ce sont souvent des règles informelles. C'est organisé comme ça se transmet de génération en génération, mais c'est pas écrit clairement quelque part. Donc les traditions sont souvent des institutions informelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît comme institution formelle? Alors le langage, par exemple, bien qu'en fait on pourrait aussi considérer que c'est informel, parce que bon, enfin, les règles grammaticales, c'est bien écrit, mais bon, bon bref, je, je- je- je vous laisse choisir en fait. Le langage, bon, c'est une institution, on va dire quand même formelle, parce que les manières de parler, et aussi d'écrire, hein, sont encadrées par de nombreuses règles. Ça, vous le savez, hein, vous les avez appris quand vous étiez petit. Des règles grammaticales, de conjugaison, de syntaxe. Et ces règles, elles sont très précisément définies dans tout un tas de livres, d'accord? Des livres de grammaire et tout ça. Alors, c'est écrit, mais en même temps, la langue évolue. Donc parfois, c'est ces livres qui s'adaptent aux changements effectifs de la langue, d'accord? On actualise le dictionnaire parce que des nouveaux mots apparaissent, et ainsi de suite. Donc c'est en ce sens-là que c'est à la fois formel et informel, c'est-à-dire on formalise ce que les choses, enfin les évolutions de la langue française, par exemple. Mais bon, on va considérer pour simplifier que c'est des institutions formelles. Donc ces règles sont notamment incarnées par l'école, tous les établissements d'enseignement en général, ou alors par des personnes, les académiciens, les membres de l'Académie française. Alors c'est eux les gardiens du temple, on va dire, hein. C'est eux qui disent c'est quoi les règles de grammaire, c'est quoi les bons mots, les bons trucs. Vous voyez, ou Bernard Pivot, je ne sais pas si vous voyez la dictée de Bernard Pivot, c'est un représentant de toutes ces règles aussi, voilà. Un représentant de l'institution, d'une certaine façon. Alors, en cas de non-respect de ces règles, la sanction la plus immédiate est de ne pas être compris par l'interlocuteur. Si vous respectez pas un minimum les règles de la langue française, ou de n'importe quelle langue d'ailleurs en général, on ne comprendra pas ce que vous voulez dire, parce que ça n'a aucun sens. Et d'autres sanctions possibles, c'est subir des moqueries. Si vous ne parlez pas bien français, si vous faites des fautes, on va se moquer de vous. Ça peut aussi se traduire dans des notes, hein, si vous ne savez pas écrire correctement, que vous faites des fautes absolument exagérées, eh bien vous aurez des mauvaises notes. Donc c'est des sanctions négatives liées au fait de ne pas maîtriser ces règles institutionnelles que les règles du langage. Au contraire, les individus qui respectent ces règles peuvent en tirer de nombreux bénéfices. Bon, vous voyez, une bonne note, bonne appréciation de la part des autres individus, être compris immédiatement par tout le monde. Bon, voilà. Un autre exemple d'institution formelle, ça mérite quand même d'être mentionné. euh, donc il y a toutes les lois, d'accord? Il n'y a pas plus formel que les lois. On en fait des études, d'accord? Quand vous partez faire des études de droit, si vous allez apprendre les lois, et donc c'est des règles formelles, qui sont formellement écrites dans un tas de textes, comme, vous voyez, le code civil, le code du commerce, le code du travail. C'est des gros pavés qui recensent toutes les règles formelles de droit. Et en cas de non-respect, eh bien, vous savez ce qui se passe, et vous avez soit des amendes, soit des travaux d'intérêt généraux, ou alors vous pouvez avoir des peines de prison. Ok? Donc il y a bien des sanctions majoritairement négatives pour le coup, en cas de non-respect de la loi. Et enfin, les religions sont également des institutions. Elles ont des règles qui sont formellement inscrites dans les textes religieux, d'accord? Des règles de vie, des règles de comportement, et qui sont également passibles de sanctions négatives et positives. Donc dans les textes religieux type la Bible, le Coran, la Torah, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que les religions sont des institutions, parce qu'elles encadrent les comportements des gens et les obligent à avoir un certain type de comportement. Bon, et ils ne le vivent pas forcément comme des obligations parce que s'ils sont très religieux, pour eux c'est juste normal. Mais il suffit d'être une autre religion pour comprendre qu'on n'est pas, qu'on est quand même contraint de respecter certains rituels. Bon, alors tout ça c'est très bien, mais quel rapport avec la monnaie? Parce que tout ça c'était pour parler de la monnaie. Alors, en quoi la monnaie est-elle une institution sociale? Puisque c'est ça le but du propos, c'est de dire que fondamentalement la monnaie c'est une institution.
C'est-à-dire qu'elle va être à l'origine de la formation d'un certain système de règles, un certain système de contraintes que les individus sont obligés de respecter, voire pourquoi pas, on pourrait dire, de subir. Alors en quoi la monnaie, c'est ça? Le premier économiste a expliqué que la nature de la monnaie est d'être une institution sociale et pas un objet, d'accord? Vous voyez bien le basculement, hein. C'est pas un objet, c'est une institution, c'est un ensemble de règles. Donc le premier à poser cette idée-là, c'est Karl Marx, donc, que vous connaissez peut-être un petit peu, dans un livre connu qui s'appelle Le Capital. Alors que nous raconte-t-il? Pour lui, la monnaie est une institution car elle rend possible une certaine organisation de la société, ce que l'on appelle l'économie de marché capitaliste. Alors Marx lui dirait dans son vocabulaire, mais vous n'avez pas besoin de le savoir, il dirait ça rend possible le mode de production capitaliste. Mais bon, on s'en fiche. Nous, ce qu'on va retenir, c'est économie de marché, et plus encore, l'économie de marché capitaliste. Alors là, ça va devenir un peu plus technique, mais normalement, j'ai bien rédigé ça. Donc on y va. En effet, alors là, on recule un peu, hein. On dézoome un peu pour comprendre la problématique de Marx. Donc en effet, les humains ont un certain nombre de besoins à satisfaire pour vivre et s'épanouir. La satisfaction de ces besoins passe par la production, au sens de fabrication, d'accord? On va fabriquer des choses. Donc ça passe par la production des choses dont les individus ont besoin pour vivre, d'accord? Vivre, survivre, ou pourquoi pas vivre heureux, s'épanouir. Donc il faut fabriquer un certain nombre de choses pour pouvoir faire tout ça. Pour produire ces choses, bah, il y a trois possibilités, en fait. Il y a trois manières possibles pour produire les choses dont on a besoin. La première, que, qui est la plus compliquée, ça consiste à tout produire soi-même, d'accord? Sans aide extérieure. On vit tout seul en ermite et on produit ce qu'on peut pour essayer de survivre. Un peu comme Robinson Crusoe, mais la variété des choses produites est très limitée. Il n'y a pas de médicaments, tous les produits de haute technologie, bah, ça n'existe pas, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de... Voilà. Tout ce qui est un peu compliqué à faire, qui nécessite d'être très très fort, ou qui nécessite du matériel, c'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la photo, Tom Hanks est très content, parce qu'il a réussi à refaire du feu. Vous voyez, avant qu'il échoue sur son île, et c'est le film Seul au monde, avant qu'il échoue sur son île, bah, faire du feu, c'était pas compliqué. Il suffisait d'avoir un briquet, on en achetait un au supermarché, et puis c'était réglé. Refaire du feu quand on n'a aucun matériel et qu'on est tout seul, ça redevient une prouesse, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très content. Donc ça, c'est la première option, faire tout soi-même, mais on voit les limites que ça comporte. La deuxième possibilité pour produire les choses dont on a besoin pour survivre et s'épanouir, c'est de s'y mettre à plusieurs. On va produire à plusieurs et on va demander à quelqu'un de nous coordonner. Donc la coordination de la production peut être assurée par ce qu'on appelle un planificateur. C'est une sorte de chef d'orchestre, hein, qui dira à chacun quoi produire et en quelle quantité. On va dire que c'est la personne l'individu qui a une vue d'ensemble, qui sait qui a besoin de quoi, et donc qui doit faire quoi pour qu'on soit sûr de manquer de rien. D'accord? On appelle ça le planificateur. Donc on travaille tous ensemble et on suit les consignes du planificateur. La gamme des biens et des services produits est plus vaste car les travailleurs peuvent se spécialiser dans certaines activités. Donc comme on est nombreux, on va pouvoir se focaliser sur certains trucs un peu plus compliqués, histoire de produire des choses un peu plus, voilà, un peu plus techniques. On va pouvoir devenir médecin, pouvoir avoir des ingénieurs, des boulangers, des artistes. Donc on peut se spécialiser parce que on sait que les autres vont faire vont faire ce que nous on fait pas. Et on pourra après se partager les choses. Et les quantités produites par chacun permettent de satisfaire les besoins de la population. Ça évite c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie, hein, on produit les bonnes quantités. Grâce à quoi? Grâce à la centralisation des informations, c'est-à-dire qui a besoin de quoi, réalisée par le planificateur. Donc je reformule. Chacun est spécialisé, produit un truc dans les quantités qui nous a été données par le planificateur, qui est le seul à avoir une vision d'ensemble des besoins de tout le monde, et c'est lui qui dit qui doit faire quoi, en quelle quantité. Et si on suit les consignes, alors on est sûr de manquer de rien, parce qu'il y a quelqu'un qui veille au grain, on va dire, quelqu'un qui vérifie que on va manquer de rien. C'est le planificateur. C'est lui qui fait ce travail de centraliser toutes les informations pour être sûr que tout ce que les gens veulent, ils les auront dans la bonne quantité. Donc avec une telle organisation de la production, la monnaie n'a pas besoin d'exister. Et oui, les individus travaillent gratuitement,
d'accord? Ils vont travailler gratuitement, mais en même temps, ils peuvent satisfaire leurs besoins divers sans avoir à payer. Ils travaillent gratuitement, mais ils ont tout ce qu'ils veulent gratuitement. Tout le monde travaillant gratuitement, on a besoin de payer. Ce type d'organisation de la production a existé dans les sociétés traditionnelles et existe encore aujourd'hui à Cuba. Alors, en vrai, dans les économies planifiées, il y avait un peu de monnaie quand même. Mais bon, c'était très très limité. Donc restez, vous, pour simplifier, restez avec cette idée que si on suit les consignes du planificateur, que chacun travaille gratuitement, alors on n'a jamais besoin de payer, puisque tout le monde fait tout gratuitement et tout est pour tout le monde. On a juste à se partager les choses après. Ok? Ça, c'était la deuxième possibilité. Troisième possibilité, et c'est ça qui va nous intéresser le plus, c'est que chacun peut se spécialiser dans une activité de production et vendre ce qu'on a produit, enfin, et vendre ce qu'on a produit pour acheter ce qui nous manque. D'accord? Donc, chaque individu, un peu comme pour l'exemple précédent, hein, va se spécialiser, mais là, qu'est-ce qui va se passer? La production qu'il va réaliser, au lieu de la partager avec les autres gratuitement, il va la vendre, et avec l'argent qu'il va dégager, il va pouvoir acheter ce qui lui manque. Ok? Exemple, on imagine qu'un maraîcher fait pousser ses légumes, il fait que ça. Alors il pourrait se nourrir que de légumes, mais bon, c'est compliqué, voilà, il va faire que ça, il a besoin d'autre chose pour survivre que de légumes. Donc le maraîcher fait pousser des légumes, peut-être qu'il en mange une partie, mais en tout cas il va vendre le reste de sa production, le surplus de sa production, il le vend, et avec l'argent qu'il récupère, il peut acheter de la viande, des chaussures, des médicaments, des iPhones. Donc tout ça est possible parce qu'il gagne de l'argent en vendant sa production. Cette organisation de la production se nomme économie de marché, d'accord? Et nécessite l'existence de la monnaie. Par rapport à l'économie planifiée qu'on a vu juste au-dessus, là, il y a besoin de monnaie forcément. Alors pourquoi? En effet, en l'absence de planificateur, c'est là que le problème se noue, hein, il n'est pas sûr que chaque individu produira la bonne quantité de biens ou de services permettant de satisfaire tous les besoins de la population. Dit autrement, ça veut dire que les pénuries sont très probables. Il suffit que le maraîcher il vise pas bien, il produise pas assez de légumes, et paf, il y a des gens qui voulaient des légumes, et ils n'en auront pas. Alors, vous me direz des légumes, c'est pas le plus important peut-être. Mais si vous êtes agriculteur, que vous élevez pas assez d'animaux pour faire de la viande, et qu'on manque de viande, ou qu'on manque de blé, ou quoi, bah, ça peut créer des famines. Donc là, se pose une question centrale. Comment vont faire pour se coordonner des gens qui travaillent chacun dans leur coin et qui ne suivent pas les consignes d'un planificateur qui, lui, aurait une vue d'ensemble, comme c'était le cas dans l'exemple précédent? Alors, on va voir, hein. Donc, chacun dans son coin, enfin, produisant dans son coin, on parle de production donc décentralisée, il est a priori impossible de deviner qui a besoin de quoi et en quelle quantité. D'accord? On ne peut pas savoir qui a besoin de quoi, puisqu'on produit chacun dans notre coin, en se demandant juste, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vendre notre production, et puis c'est tout. Alors, le problème existe, sauf s'il s'agit d'une économie monétaire, c'est-à-dire d'une économie de marché où il y a de la monnaie. Alors, comment ça va se passer? Dans une économie monétaire, écoutez bien le raisonnement, les individus produisent des biens et des services selon leur spécialisation. D'accord? Ils ont des métiers, ils ont des savoir-faire, ils produisent un truc, ce qu'ils savent faire, quoi, hein. Et ce qu'ils produisent, ils le vendent, et là, ils récupèrent de l'argent, ils récupèrent de la monnaie. La monnaie étant acceptée par tous et constituant une bonne réserve de valeur, rappelez-vous, hein, on a vu ça plus haut, elle permet à chacun d'acheter ce dont il a besoin, à condition, c'est là la nouveauté, à condition de produire assez. Produire un truc pour récupérer de l'argent pour acheter ce qui nous manque, ça marche bien sur le papier, mais il faut produire assez, hein. Si vous ne vendez pas assez de trucs, bah, vous n'avez pas assez d'argent et vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins. Donc il faut produire assez pour gagner assez d'argent. Et il faut aussi produire des choses dont les autres ont besoin. Si vous produisez des trucs et que c'est inutile, ou alors qu'il y en a déjà trop qui ont été produits par d'autres gens, bah, vous n'allez jamais les vendre. Parce que bah, les gens, leurs besoins sont déjà pourvus. Donc il faut produire assez et des choses dont les individus ont besoin. Sinon, il n'y a pas de clients. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, malgré l'absence de planificateur, la production est organisée de manière cohérente grâce à l'existence de la monnaie. Et pourquoi? Parce que l'existence de la monnaie va générer
un certain nombre de comportements qui donnent une cohérence à la production. Ça va générer des comportements tels que, euh, voilà, grâce aux comportements que vont développer les individus pour essayer de gagner de l'argent. D'accord? Le fait qu'il y ait de l'argent déclenche automatiquement des comportements. Les gens veulent gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins et pourquoi pas être de plus en plus riches. Quels sont ces comportements, pour simplifier? Bah, ils vont vouloir produire plus quand il y a beaucoup de clients pour gagner plus d'argent. Au contraire, ils vont produire moins quand la demande baisse. Ça sert à rien de produire trop si on ne vend pas, on perd de l'argent à produire des trucs qui ne sont pas vendus. Ou autre comportement, ils vont chercher à vendre d'autres choses susceptibles de plaire aux consommateurs. Donc vous voyez, le fait d'introduire de la monnaie dans une économie de marché génère des comportements qui, en l'absence même de planificateur, vont aboutir quand même à une certaine cohérence. D'accord? C'est l'idée que bah, s'il y a de l'argent et qu'il y a beaucoup de clients, on produit plus. Ça évite les famines, les pénuries. Si au contraire il y a moins de clients, bah, on va produire moins, on va arrêter de gaspiller des ressources, hein, puisqu'il n'y a pas de clients. Et on va peut-être essayer plutôt de chercher à vendre autre chose. Donc peut-être qu'il y a des gens à qui, d'autres gens qui voudraient consommer un truc, eh bien, il suffit que les vendeurs le sachent et ils vont se mettre à produire cette chose. L'offre va suivre la demande. D'accord? Tout ça fait que globalement, grâce à la monnaie, la production est organisée de manière cohérente et les besoins sont globalement satisfaits. Ça, c'est l'économie de marché capitaliste. Donc c'est la troisième façon de satisfaire les besoins des gens. Alors maintenant, revenons à la question d'institution sociale, pour retrouver ce que voulait nous dire Karl Marx. Aujourd'hui, la plupart des pays du monde sont organisés selon une logique d'économie de marché capitaliste. D'accord? Et cette organisation de la production est aussi une manière d'organiser la vie des gens, d'accord? D'organiser la vie des individus selon un certain nombre de règles, de contraintes auxquelles ils ne peuvent échapper, ou très difficilement. C'est en ce sens que Marx dit que la monnaie est une institution sociale. Par exemple, vous voyez là, on va prendre un exemple très très large. On imagine un individu qui souhaite, comme n'importe qui, satisfaire ses besoins. Bah, cet individu devra se spécialiser dans certaines activités, hein, c'est trouver un métier, trouver un emploi, faire éventuellement des études. C'est pour ça que vous faites des études, pour plus tard vous spécialiser et trouver un emploi et gagner de l'argent et acheter ce qui vous manque. Pour y parvenir, il faudra, après les études, passer par le marché du travail. Il faudra trouver un emploi, donc il va falloir aller sur le marché du travail pour trouver un employeur. Accepter le salaire qu'il va nous proposer. On ne pourra pas avoir le salaire qu'on veut au début. Accepter les conditions de travail qu'on lui propose. D'accord? Tout ça, c'est des choses qui sont imposées aux individus. C'est bien des contraintes, c'est des règles qui dépendent du système de l'économie de marché. Si l'individu ne souhaite pas être salarié, il devra être son propre patron, monter son entreprise, acheter du matériel, éventuellement faire crédit, demander un crédit à sa banque pour acheter ce matériel, respecter la législation en vigueur, payer des impôts. Vous voyez, tout ça, c'est des contraintes. Tout ça, c'est des contraintes. Toutes ces contraintes n'existent que parce que nous vivons dans une économie de marché, hein, et donc parce que nous utilisons de la monnaie. La seule solution pour échapper à ces contraintes serait eh bien, de gagner au loto, mais comme vous l'avez constaté, c'est pas donné à tout le monde. Ou alors de retourner vivre de manière totalement autonome, comme Robinson Crusoe. D'accord? Ce qui est quand même assez illusoire. Mais c'est ce qu'essayent de faire parfois certaines communautés écologistes. C'est ce qui a été fait par exemple dans les années 70, les fameux hippies qui allaient vivre sur le plateau du Larzac pour vivre en autonomie. Bon, bah, ils voulaient échapper au système d'économie de marché et au capitalisme. Mais bon, ils se sont heurtés comme tout le monde au problème, comment dire, inhérent à ce type de situation, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, hein. On ne peut pas avoir de médicaments, on peut pas vivre dans un très grand confort. Donc voilà, ça c'est un problème. Ok, donc, bon, la suite c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien compris. On a fini sur la nature de la monnaie, hein. C'est donc une relation sociale hiérarchique et une institution sociale, dans la mesure où elle instaure un type de société, à savoir bah, l'économie de marché capitaliste, comme donc nous l'a montré Karl Marx. Voilà. Donc j'arrête cette vidéo, ça ce sera pour c'était pour cette semaine. Vous aurez d'autres vidéos le week-end prochain pour avancer sur le cours. Voilà. À bientôt et bonne semaine.